Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous sommes à Plymouth, au sud de l'Angleterre, et en Normandie pour voir comment les satellites sont utilisés de manière novatrice pour comprendre les régions côtières. Et nous commençons avec un surfeur scientifique. Bob Brewing est l'inventeur d'une nouvelle technique en océanographie par satellite. Son idée est simple, mesurer la température de l'eau grâce à un appareil fixé sur son surf et comparer ces données avec les données du satellite européen Sentinel-3. Et cela peut s'avérer très utile. On manque d'observations sur cette région côtière, à tel point qu'on ne sait pas si les données satellites sont précises. Le manque de mesures prises directement dans l'eau complique le travail de compréhension de celles prises par le satellite le long de la zone côtière. Bob veut régler ce problème grâce à son dispositif appelé SmartFin. Ce SmartFin a la même taille et le même poids qu'un aileron normal de surf, mais il contient un capteur de température, un GPS, un accéléromètre pour mesurer le mouvement. Il a une possibilité de Bluetooth pour transférer les données de température et les mouvements de l'aileron vers votre téléphone portable. À chaque fois qu'il surfe, l'aileron enregistre la température de l'eau. C'est une nouvelle manière d'en savoir plus sur le littoral, un lieu important pour des formes de vie variées et sensibles au changement climatique. C'est une région vitale pour nos mers. Elle contient des niveaux très élevés de biodiversité marine, de productivité marine. C'est un lieu fertile pour de nombreuses espèces de poissons qui comptent sur le plan économique. Et c'est un lieu d'alimentation pour des vertébrés marins tels que les oiseaux de mer, la mouette rieuse et les guillemots. Pendant ce temps, à 800 km au-dessus de la surface de la mer, une nouvelle paire d'yeux la surveille depuis l'espace. Ce mois-ci, le satellite européen Sentinel-3B a rejoint en orbite son jumeau Sentinel-3A. Tous deux mesurent la température à la surface de l'eau et la couleur à la surface de l'océan. Au début, les deux satellites volent proches l'un de l'autre parce que nous voulons étudier les mesures obtenues avec le satellite Sentinel-3A déjà validé avec les mesures qu'on obtiendra de son jumeau 3B. On aura ainsi en orbite deux satellites qui nous donneront des données comparables, de qualité égale, mais beaucoup plus fréquemment qu'un seul satellite pourrait le faire. La précision et la fréquence, c'est exactement ce qui intéresse ces scientifiques de l'Ifremer qui étudient les algues dans les eaux de Normandie. Toutes les 2 semaines, ils mesurent la température, le taux de sel et le niveau d'oxygène de l'eau au large des côtes et les comparent avec les données de Sentinel-3. Là, on est en train de mesurer plusieurs paramètres abiotiques. Donc, ces paramètres abiotiques vont être utilisés pour mettre en relation avec les efflorescences algales, c'est-à-dire la croissance de microalgues. Et ce sont ces microalgues qu'on essaye d'observer à partir du satellite, qui a une couverture spatiale et temporelle qui est plus importante. L'équipage revient rapidement sur le rivage et au laboratoire pour étudier ce qu'il y a dans l'eau de mer. Il faut savoir que ce sont des communautés biologiques, donc les analyses doivent être effectuées au plus vite possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prélevé en mer, on vient tout de suite au laboratoire et on effectue toutes ces analyses. Tania travaille sur un nouveau projet appelé Sentinel-3 Eurohab, qui étudie la prolifération d'algues toxiques, du poison pour les poissons et même pour l'homme. Il s'agit de combiner les données satellites avec les mesures prises dans l'eau. Le satellite, il va capter de façon générale l'ensemble de la production du phytoplancton. Avec les données in situ, on va être capable d'aller un peu plus loin et d'expliquer quelles sont les espèces qui ont été captées par les satellites et de voir aussi s'il y a des espèces qui sont toxiques. L'équipe a déjà remarqué une tendance forte. La prolifération de phytoplancton a considérablement diminué au cours des 2 dernières décennies dans la Manche. C'est très erratique et ça baisse.
Nous avons traité l'ensemble des données des capteurs dits de la couleur de l'eau provenant de la NASA et de l'Agence spatiale européenne depuis 20 ans pour suivre l'évolution de la quantité de phytoplancton au jour le jour sur la Manche et le golfe de Gascogne, dans les eaux côtières. Et ce que nous avons observé, c'est relativement une baisse de cette quantité de phytoplancton, particulièrement les mois d'été. De retour au laboratoire marin de Plymouth, Bob Rowan vérifie le fonctionnement de son SmartFin, une technologie qu'il voudrait voir adaptée à travers l'Europe pour enregistrer les mers et évaluer les effets du changement climatique. Le rêve serait d'avoir des surfeurs, et pas seulement des surfeurs d'ailleurs, mais aussi des personnes qui pratiquent des sports d'eau comme le paddle, le canoë, ou des gens qui se baignent régulièrement, équipés avec ce type d'appareil. Ils pourraient mesurer des choses importantes comme la température que nous pouvons utiliser de manière coordonnée pour vraiment améliorer nos données satellitaires. Le potentiel pour réaliser ce rêve est là. On estime au Royaume-Uni que 40 millions de mesures de température d'eau pourraient être prises par les surfeurs chaque année. Nous sommes maintenant au chaud dans le laboratoire marin de Plymouth pour la fin de notre émission dans laquelle un expert répond à vos questions sur l'espace grâce au hashtag AskSpace. Je suis en contact vidéo avec la Californie avec Seth Shostak, astronome de renom à l'Institut SETI. Seth, on a beaucoup de questions sur les extraterrestres. Petrobritz aimerait savoir si nous avons déjà trouvé une preuve d'extraterrestres dans l'espace. Je pense que nous le ferons certainement. La raison, c'est que, premièrement, je pense que ça peut exister là-bas. Je veux dire, il y a des millions et millions de planètes dans notre galaxie, dans la Voie lactée. Ça fait énormément de maisons possibles. Donc il est difficile de croire que seule notre planète possède la vie. Deuxièmement, la question est de savoir si nous pourrons la trouver. Nous cherchons une forme de vie intelligente. J'ai parié avec tout le monde une tasse de café que nous trouverons de la vie ailleurs en 2025, de la vie intelligente. Ok, une autre question de Dan Alex. Il voudrait savoir si l'on doit regarder dans une direction particulière pour trouver des extraterrestres. J'ai passé beaucoup de nuits à me retourner dans mon lit à penser à cela, à me demander où sont les extraterrestres, où traînent-ils. Un endroit évident est le centre de la Voie lactée. Parce qu'au centre de la galaxie, il y a une énorme source d'énergie. Il y a un énorme trou noir, beaucoup d'étoiles, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, c'est un endroit sur lequel nous devrions nous concentrer et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Seth d'avoir été avec nous, c'était excellent d'avoir vos réponses. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos questions avec le hashtag AskSpace et nous essaierons d'y répondre. Vous pouvez aussi revoir les autres émissions sur euronews.com.